Vendredi 8 décembre 1972. Tôt le matin, nous sommes en vue, sinon pas très loin, de Kobe. L'image du radar de navigation donne le vertige, tellement la circulation maritime est dense. Des échos traversiers présentant un risque nous contraignent à de fréquents changements de cap. Malgré nos manœuvres, des bateaux passent tout près d'une autre. Passerelles et centrales d'opération sont sur le pied de guerre. C'est donc sans étonnement que nous apprenons que, à 5h07 heure locale, l'aviso escorteur amiral Charner est entré en collision avec le cargo japonais Kosei Maru, dans le détroit de Tomogashima. L'impact a eu lieu à bâbord, juste au milieu de l'aviso. Les dégâts sont exclusivement matériels et il n'y a fort heureusement ni mort ni blessé. À 8h42, l'aviso blessé rejoint Kobe par ses propres moyens. À quai, l'ouverture béante dans la coque est provisoirement fermée. C'est aussi le début d'un incessant défilé d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers japonais qui viennent sur le Doudard de l'Agrée prendre des mesures, photographier ou construire les gabarits des pièces à remplacer sur le Charner. Ces hommes, nombreux et affairés, circulent en toute liberté sur nos deux unités. Ils n'ont qu'une semaine pour réaliser leur travail de collecte, car l'escale de Tokyo est maintenue pour le Doudard de l'Agrée. 2 coupés sont installés pour organiser la fluidité, les allées et venues à bord. Malgré les quelques contraintes induites par cette situation exceptionnelle, les formalités propres à chaque arrivée en escale sont exécutées dans la matinée. C'est donc dès l'après-midi que les copains et moi nous nous lançons à la découverte d'un nouveau monde. Nous remontons le quai numéro 7 où le Doudard de l'Agrée est amarré. Nous traversons en partie la zone portuaire que domine la vigie du port, une étonnante tour métallique peinte en rouge dont la forme évoque un cylindre étranglé en son milieu. Dans ce quartier de la ville, où ensuite nous nous pénétrons, les immeubles récents côtoient les constructions traditionnelles en bois. Les rues sont animées mais pas trop. Nous y croisons quelques femmes souvent âgées, portant des costumes anciens aux couleurs sombres. Plus avant, nous empruntons une sorte de grande passerelle piétonnière. La construction métallique enjambe sur une bonne distance rues et carrefours, en décrivant des courbes. Des aménagements permettent de stationner pour mieux profiter du point de vue, sans gêner pour autant les passants. L'ensemble qui repose sur des piliers longs et fins vibre et oscille en permanence. Peut-être doit-il cette souplesse à des dispositifs antisismiques. Dans cette grande ville, enfermée entre mer et montagne, nous marchons et marchons encore. Les renseignements collectés à bord s'avèrent insuffisants pour nous guider vers le centre commercial de la ville. De plus, il est difficile d'obtenir des indications de la part des passants, car ils ne parlent que leur langue maternelle. C'est donc grâce au hasard et avec un zeste d'intuition que nous parvenons là où nous voulions aller. Au passage, nous regardons avec curiosité un totem indien trônant auprès d'un massif fleuri représentant un cadran d'horloge. Le parterre est constitué de plantes aux feuilles compactes, déployées en cercle, teintées de vert à la périphérie, puis prenant des tons divers jusqu'au centre. En fin de journée, fatigués et affamés, nous apprécions la saveur inconnue d'une assiette garnie, un de ces mets à l'image des plats factices, parfaitement imités, exposés dans la vitrine des restaurants. C'est ensuite le long des rues illuminées et dans les bars accueillants que nous finissons notre soirée. Je découvre alors un excellent whisky japonais qui échauffe les esprits et réchauffe les carcasses, presque une nécessité ce soir de décembre où il ne fait pas bien chaud. Au Japon, à cette latitude, le climat est identique à celui de notre pays. Le lendemain matin, c'est assez inattendu, je fais à bord mes premiers achats. En effet, des commerçants autorisés se sont installés à la cafétéria de l'équipage. Ils proposent divers objets très beaux et moins chers qu'en ville. Je fais donc l'acquisition de 5 services à café en porcelaine décorés à la main avec de l'or fin à 24 carats. Il y a aussi le portrait d'une japonaise en filigrane en fond de tasse. Ils sont remarquablement bien emballés, à l'épreuve des chocs,
comme on nous le fait constater en le laissant tomber à hauteur d'homme, et après son ouverture, nous constatons qu'aucune des 15 pièces n'est endommagée. Plus tard, je me rends à l'Alliance française, où, tout témoignage concordant, nous sommes reçus avec une extrême courtoisie, beaucoup d'intérêt et de curiosité. Je ramène de nombreuses cartes postales et une petite collection de tous les timbres postaux disponibles sur place. À mon retour à bord, j'achète à nouveau de la porcelaine, de service à thé, orné de paysages nippons, peints en or et en gris sur fond blanc. Un service à saké, avec ses gobelets siffleurs décorés de motifs floraux, roses et gris. La suite de cette journée nous conduit, les copains et moi, toujours guidés par le hasard, dans une autre marche interminable au milieu d'un enchevêtrement d'habitations diverses et d'autoroutes à plusieurs niveaux, passant à mi-hauteur des immeubles, dans des quartiers présentant peu d'intérêt. Nous décidons alors de rejoindre au plus tôt les bons coins débusqués hier soir. Nous hailons pour cela, sans succès, plusieurs taxis, sans bien comprendre la signification des indications lumineuses qu'ils portent. Sont-ils indisponibles? Sont-ils libres? À nos côtés, d'autres demandeurs obtiennent rapidement leur prise en charge. Nous n'avons droit qu'à des gestes de refus de la part des chauffeurs, refus suivi d'un index pointé en direction du client choisi. L'explication, si elle est simple, ne nous apparaît pourtant que bien plus tard, alors qu'à pied nous enfilons à nouveau rue après rue. Les demandeurs de taxi, s'ils sont nombreux en attente et impatients, pressés, ces demandeurs, elles, les chauffeurs, en levant la main, montrant ostensiblement un certain nombre de doigts. Cela signifie qu'ils s'engagent à régler autant de fois la course que de doigts affichés. En résumé, nos gesticulations en bordure de rue, désordonnées et dépourvues d'engagement, n'incitaient pas à la prise en charge à bas prix de 4 individus ignorants. Nos expériences récentes montrent combien il est difficile de visiter en peu de temps et sans préparation une si grande ville. Je décide donc de m'inscrire à toutes les excursions organisées pour nous dans les derniers jours de cette escale. La première est une visite d'ateliers spécialisés dans l'exploitation et le traitement final des perles de culture que l'entreprise produit elle-même plus au sud. La perle est créée à partir d'un noyau sphérique de verre ou de porcelaine. Ce dernier, introduit par un spécialiste dans une partie spécifique de l'huître, est recouvert en plusieurs années de couches successives de nacre. Ici, dans des ateliers aménagés en longueur, face à des verrières donnant sur l'extérieur, des ouvrières évaluent et trient les perles. Ces merveilles sont classées selon divers critères. Il y a l'épaisseur de la nacre qui tient compte de la taille du noyau initial et du temps laissé à l'huître pour nacrer le parasite. Il y a aussi la sphéricité, déterminée à l'aide d'un plan légèrement incliné sur lequel les perles les plus régulières roulent en suivant une trajectoire droite vers le bas. Il y a aussi la couleur, à observer de préférence par temps clair, critère soumis à la seule appréciation humaine. Et puis enfin, la pureté ou l'absence de défauts apparents. Ces étapes précèdent le montage en bijoux. Colliers, bagues, broches, pendentifs et autres objets décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Comme ils sont aussi présentés à la vente sur place, j'achète une perle de bonne taille montée sur une bague en or et aussi un collier commandé par Claude et Micheline. Des pochettes en véritable tissu jacquard tiennent lieu d'écrin à ces bijoux. Après cette intéressante visite, je participe à une autre excursion ayant pour destination le mont Rocco, un massif montagneux dont le versant maritime domine et délimite la ville de Kobe. En chemin vers les sommets, nous traversons cette fois la ville dans sa largeur. Nous roulons ensuite sur une voie tortueuse jusqu'au fond d'une étroite vallée où, après la jonction avec une autre route, un viaduc enjambe la chaussée par laquelle nous sommes arrivés. Ce retournement aérien permet d'atteindre l'autre versant de la gorge. C'est un passage curieux et impressionnant.
Un premier arrêt a lieu dans la montée, auprès d'une exploitation agricole expérimentale, comparée ici à une ferme normande. C'est beaucoup dire en fait. Le bâtiment principal, avec des colombages plus alsaciens que normands, et une ossature en forme de grange américaine, est d'un style inclassable. Il est néanmoins plutôt réussi. Les vaches sont-elles bien normandes? Elles paissent tranquillement dans des prés verdoyants et pentus, similaires d'aspect à ceux de nos Pyrénées. On nous assure que les produits façonnés au sein de cette diversité sont excellents et très appréciés dans la région. Finalement, il y a pas mal de choses plaisantes à voir ici. Toujours plus loin, le car nous dépose à proximité du point culminant du mont, au pied d'un observatoire vitré en forme de cercle. Il est accessible par des sentiers aménagés au travers d'un jardin floral. La vue là-haut est très belle. Plus tard, on nous donne quartier libre, un court moment, dans une petite ville aux immeubles blancs blottis dans les collines verdoyantes du massif. Une occasion pour se rafraîchir, musarder un peu dans les rues et acheter quelques babioles. Il y a aussi ce petit lac où viennent canoter les citadins et puis, sur le retour, il y a des points de vue remarquables sur la ville et sur la mer en contrebas. Demain, une longue journée m'attend à Kyoto et à Nara, deux anciennes capitales du Japon. Ceux qui en reviennent sont indubitablement enchantés, si j'en crois leur récit. Au petit matin, nous embarquons dans un car confortable avec une jeune guide qui maîtrise très bien notre langue. Dès notre installation, nous avons droit à un véritable exposé sur ce pays, histoire, coutumes, géographie, économie, démographie, et commentaires abondants lorsque nous passons devant un point remarquable. Les questions fusent et les réponses viennent toujours accompagnées de grands sourires. Le car nous dépose en premier devant une propriété où nous pouvons admirer une véritable maison de style, en bois de couleur foncée, aux portes à coulisses, entr'ouvertes sur des pièces sobrement meublées, presque austères. Malgré une surface d'implantation limitée, car ici nous sommes en ville, cette demeure s'est entourée d'un jardin ornemental et d'une pièce d'eau. L'ensemble est magnifique, chaque espace est judicieusement utilisé, on y voit des bambous, des roseaux, des érables et d'autres végétaux inconnus. Des fleurs résistent encore à la fraîcheur de cette fin d'année, des plantes aux couleurs diverses sont regroupées en parterre, j'apprends que ce sont des sortes de choux-fleurs. Le bassin est habité par de nombreux poissons, essentiellement des carpes aux couleurs inhabituelles pour nous, souvent bicolores, dans des tons dégradés de jaune, rouge, brun, orange, gris et même bleu. Elles évoluent beaucoup en surface, pour se faire admirer peut-être. D'allées gravillonnées étroites en sentiers partiellement empierrés, nous atteignons un bâtiment largement ouvert sur une terrasse au travers de portes cloisons ajourées. C'est un atelier de tissage d'un autre âge. Devant nos yeux, l'un des derniers métiers jacquards existants au monde est en activité. Il est mis en œuvre par un vieil homme qui jette avec dextérité ses navettes au milieu des fils d'une longue et large trame en respectant rigoureusement un ordre bien mémorisé. Le dessin final, complexe et riche de ses multiples couleurs, force l'admiration. Dans sa configuration actuelle, ce métier produit seulement quelques 3 à 4 cm de tissu par jour. Cette étonnante machine est arrivée de France il y a bien longtemps. Elle a produit, entre autres, pour la cour impériale. Une boutique contiguë à l'atelier présente les coupons achevés et surtout des costumes traditionnels confectionnés dans ces étoffes. Je ne suis pas particulièrement intéressé par les vêtements féminins, mais là, sur des mannequins parfaitement imités, coiffure comprise, ont été montés des kimonos aussi splendides qu'étonnants, avec leur énorme ceinture terminée par une sorte de nœud dorsal, le hobby. Les prix sont exorbitants en relation avec la richesse des motifs tissés et peuvent dépasser, pour une tenue complète, les 70 000 francs. Des créations artisanales comme des sacs, des écrins pour des objets utilitaires ou décoratifs restent accessibles
tout en affichant des prix dissuasifs. Je renonce même à l'achat d'un seul mètre de jacquard au motif doré, tissé sur fond bleu, le plus simple et le moins cher des tissus disponibles. Un cadeau potentiel qui probablement n'aurait pas été apprécié à sa juste valeur. Et nous voilà à nouveau assis dans le car écoutant notre guide parler cette fois de Nara, où la visite de quelques temples comptant parmi les plus remarquables de cette ville nous est proposée. La première de ces visites est guidée dans le Kasuga Shrine ou Shrine, appelé aussi temple aux 1000 lanternes. Il y en a effectivement partout, sur piédestal ou en suspension, le long des chemins, au bord des promenades couvertes, sur les constructions nombreuses et diverses de ce temple shinto. On nous invite à entrer dans une vaste salle après nous avoir prié de quitter nos chaussures. L'intérieur sombre est aux couleurs des matériaux utilisés et aussi teinté de rouge. De gros piliers soutiennent une charpente massive coiffée d'une toiture en bois. Des alignements de volumineuses lanternes pendent du plafond jusqu'à hauteur d'homme. Leurs multiples facettes, toutes différentes, sont finement décorées. Dans l'une de ces pièces sont exposés des vestiges de l'époque médiévale du Japon, costumes d'apparat ayant appartenu à des seigneurs de la guerre, sabres japonais, objets de la vie courante. Dehors, nous visitons le parc qui abrite surtout des conifères. L'eau d'un ruisseau serpente dans un paysage semi-naturel autour de rochers minutieusement disposés entre deux bassins aménagés. Quelques daims, habitués semble-t-il à la présence humaine, pâturent en liberté en bordure des allées. Kofukuji Shrine. Nous ne nous y attardons pas, le temps cependant d'admirer cette pagode à 5 niveaux surmontée d'une haute et curieuse flèche. Là aussi les constructions du temple baignent dans un écrin de verdure. Todaiji Shrine, le temple au Bouddha de bronze, le plus grand par son emprise au sol et le nombre de pagodes édifiées dans son enceinte. La plus grande abrite une effigie en bronze du Bouddha, en position assise, paume d'une main tournée vers l'avant, l'autre vers le haut. Sont aussi représentés autour de lui plusieurs personnages, comme par exemple Komokuten, le gardien du bouddhisme. La pagode est imposante, à l'image de la statue principale qu'elle abrite. Tout est en bois, piliers massifs, cloisons sobrement décorées et plafonds ajourés. Il délimite un vaste espace autour du grand Bouddha, dont la tête est adossée à une parure semi-circulaire ornée de bas-reliefs dorés. Un long autel placé devant est garni de compositions florales. Les côtés sont aménagés en coursive, ouverte sur la salle principale. Le bois est un matériau souvent utilisé au Japon pour les constructions. Il s'y trouve en abondance et d'autre part il résiste bien aux séismes fréquents qui secouent ce pays. En revanche, des incendies ont détruit dans le passé bon nombre d'édifices. Rares sont donc ceux qui ont plus de 2 à 3 siècles, comme nos cathédrales. Il nous faut beaucoup de temps pour faire le tour des pagodes érigées dans l'enceinte du parc. Elles sont toutes très différentes et à ce titre méritent bien une visite. Les multiples portes d'accès du site, différentes elles aussi, sont de véritables monuments, sortes de larges portiques coiffés de toits à étages et de pagodons pour certaines. Au milieu d'une petite place, un énorme gong en forme de cloche est suspendu, sous une toiture ouvragée reposant sur de robustes poutres et au sol sur une base empierrée. Todaiji Shrine offre bien d'autres choses que nous n'avons pas le temps de voir car il nous faut remonter dans le car. À Kyoto, ou pas très loin, notre guide nous montre un atelier qui produit d'authentiques merveilles, des émaux. Nous assistons à la pose des fils séparateurs martelés sur le support à la main, puis à l'application des différentes couleurs. Les motifs floraux ou paysagers sont d'une grande finesse. Il y a en exposition des vases de plus d'1 mètre de haut, entièrement ornés, des tableaux et d'autres objets tous plus beaux les uns que les autres. Je suis intéressé par des réalisations plus modestes, mais les prix demeurent trop élevés pour mes moyens. Nous découvrons ensuite
Kinkakuji-shrine. Le parc ici est peut-être le plus beau. Les érables rouges se mêlent aux pins et aux feuillus, dont certains sont encore parés de jaune et de vert. Ces arbres ceinturent une vaste pièce d'eau, superbement aménagée, au bord de laquelle est construite la pagode d'or. Un édifice maintes fois représenté dans les prospectus d'agences de voyage, dans les magazines et dans les films documentaires. Les murs supérieurs de ce bâtiment à 3 niveaux sont recouverts d'un or fin à 24 carats. Sous le ciel bleu, avec le soleil et les reflets ondulants du lac, le site est splendide. J'en fais le tour à la recherche du meilleur emplacement pour réaliser de belles images. Il y a aussi ce pont couvert, surmonté en son milieu d'un pagodon carré. C'est un petit chef-d'œuvre d'architecture locale sur lequel les promeneurs s'arrêtent volontiers en admiration devant les aménagements paysagers qui s'étendent autour d'eux. Sur le chemin du retour, la nuit tombe vite. La fatigue d'une longue journée se fait sentir et hormis les ronronnements du moteur, le silence est total. Les sites à commenter sont devenus invisibles dans la pénombre. Alors notre infatigable et consciencieuse guide tente de nous intéresser à certains aspects de la culture japonaise. Le chant. Voilà que par le chant elle réussit à nous tirer de la somnolence dans laquelle nous étions plongés. D'abord elle nous traduit, puis explique le sens des paroles qui composent ces chansons. Ensuite elle nous propose de participer en répétant des passages de couplets, dans sa langue. C'est si gentiment demandé que voilà ce petit bout de fille à la tête d'une chorale de marins braillards, mais disciplinés. Notre prononciation approximative lui suggère sans doute des mots inappropriés qui la font éclater de rire. Un rire incontrôlable. La petite japonaise se cache le visage derrière son micro, derrière ses mains, et tente ainsi de reprendre un peu son souffle. Son rire est communicatif. Tout le monde est plié. Même le chauffeur sourit dans son rétroviseur. Et nous en redemandons. Alors que son répertoire à destination des touristes semble épuisé, elle nous sert des refrains à répéter qui pourraient bien être des chansons enfantines. Nous ne saurons jamais car, à ce stade, il n'y a plus de traduction possible de la part de notre guide. Jusqu'à notre descente du car, nous chantons, et je termine ainsi ma dernière journée d'escale à Kobe, car demain je suis de service. Aujourd'hui, en fonction à la coupée, avec toujours autant de passages d'ouvriers effectuant des navettes entre nos deux avisos, le temps passe plutôt vite. J'apprends aussi que plusieurs marins de l'amiral Charner vont rester des semaines durant au Japon pour suivre les réparations de leur aviso, au chantier Kawasaki. Je les envie comme beaucoup d'autres d'entre nous. À 10 heures, le doudard de l'agré appareille, et même si son gyrocompas n'est pas encore tout à fait opérationnel, notre bâtiment trouve son chemin pour sortir de la baie. Comme dit alors l'ancien, dans le temps ils ont parcouru le monde avec des boussoles, et après avec des compas magnétiques, comme nous aujourd'hui. Il ajoute, il a peur le vieux, c'est tout. Le matin du 15 décembre 1972, nous entrons en baie de Tokyo. Le trafic maritime y est intense et une fois de plus en passerelle comme aux centrales opérations, le personnel est concentré sur la navigation. Le pilote du port nous guide jusqu'à notre poste d'amarrage que nous rejoignons à 13 heures. Le temps est beau, pourtant le ciel n'apparaît qu'autour du zénith. Tout le reste baigne dans un brouillard léger, gris et malodorant. D'ici, nous devrions voir le Fujiyama, mais les rejets stagnants de l'activité humaine masquent jusqu'au dernier des 3778 mètres de l'emblématique volcan japonais. En fin de journée, je fais mes premiers pas dans la capitale actuelle de ce pays. Pour cela, les copains et moi avons choisi le centre de la ville. La nuit tombée, les artères sont illuminées par d'innombrables enseignes multicolores, clignotant et scintillant à tous les niveaux des grands immeubles. C'est une véritable foule qui arpente les trottoirs. Même tard dans la nuit, l'activité semble ne jamais connaître de ralentissement. Le mouvement continu ne s'arrête que devant les feux tricolores, s'ils sont tous au rouge, pour les piétons.
Il se forme alors un mur de gens disciplinés qui attendent devant chacun des passages cloutés du carrefour. Quand ensuite le feu vert libère ses marcheurs, une vague humaine déferle sur tous les passages de l'intersection, qu'ils soient perpendiculaires aux rues ou en diagonale au beau milieu du carrefour. C'est surprenant de voir s'avancer au pas de charge et face à face ces lignes de front compactes qui se dissolvent sans heurts en se croisant pour rejoindre le trottoir opposé. Une fois la circulation automobile rétablie, personne ne songe à traverser une voie, comme cela arrive trop souvent dans certains pays, dont le nôtre. Nous avons bu quelques verres et léché pas mal de vitrines quand nous rentrons de cette première expédition pédestre. Aujourd'hui, c'est toute une journée que Bidon, Bruno, le Belge et moi allons consacrer à cette mégapole. Nous nous faisons déposer là où le chauffeur de taxi a cru que nous souhaitions aller. À quoi bon poursuivre des explications qui demeurent incomprises? Nous sommes sur une vaste place couverte d'un gazon jauni, planté çà et là de grands conifères et d'un étrange arbre au tronc massif portant des branches taillées court. Au-dessus des bâtiments modernes qui entourent ce lieu, nous apercevons la tour Eiffel, disons plutôt l'antenne de la radio-télédiffusion des chaînes nationales. C'est un énorme pylône métallique à base carrée, s'élevant haut dans le ciel, en diminuant sa surface et sa section, ce qui lui confère une véritable ressemblance avec notre célèbre monument parisien. Nous marchons dans ce quartier paisible et sans véritable intérêt, en nous fixant comme limite des constructions plus anciennes qui commencent à apparaître. Là, des remparts obliques plongent dans de larges douves. Un pont de pierre enjambe la pièce d'eau. Il est flanqué de 6 lampadaires, aux pieds de bronze finement décorés, terminés par des bras en cloche, auxquels sont suspendus des globes blancs. Ce passage est fermé devant par une simple barrière. À l'arrière, une porte massive coiffée d'un toit et encadrée par 2 guérites abritant des gardes interdit tout accès dans l'enceinte. Sur un promontoire de terre, à notre droite, derrière une autre ligne de murailles et d'autres fossés, des constructions aux murs blancs et aux couvertures grises dominent cette nouvelle enceinte. Impossible d'en voir plus, sinon ces nombreux et grands arbres qui vraisemblablement constituent un parc. Nous finissons par apprendre que nous sommes devant l'une des entrées de la résidence de l'empereur du Japon. Plus tard, avec l'aide indispensable d'un taxi, nous retrouvons, au grand jour cette fois, le centre moderne de la ville. Nous entrons à l'intérieur d'un gigantesque bâti où sont groupés toutes sortes de commerces. Le hall d'entrée, lumineux et démesurément haut, s'ouvre sur plusieurs niveaux en mezzanine. Des escaliers fixes et roulants relient les différents étages. De nombreux décors, des plantes et des fontaines agrémentent ces espaces investis par une foule d'acheteurs, de promeneurs ou de curieux comme nous. Je m'intéresse comme les copains au matériel photo et à la haute fidélité. On peut passer des heures à étudier ces produits, tellement la diversité des présentations est grande. Je découvre aussi des appareils qui ne sont pas encore commercialisés en France, alors, bien sûr, je suis séduit et tenté. Je complète ici ma hotte de cadeaux en y ajoutant une boîte à musique qui interprète un air traditionnel japonais et fait tourner une poupée en kimono. Un jouet me fait aussi craquer, c'est un automate acrobate, un petit chien qui aboie et pirouette sur lui-même. Le plus dur sera de l'offrir. C'est désormais une habitude bien établie en escale, je réserve la moitié de mes sorties aux excursions organisées pour nous. Aujourd'hui, un car, avec guide, nous emmène à Hakone-yama. Depuis les flancs de ce massif volcanique s'échappent des panaches vaporeux aux couleurs blanchâtres. La végétation au sommeil est constituée d'arbrisseaux aux branchages denses et entremêlés, au-dessus desquels émergent de rares arbres squelettiques. Des herbes hautes et desséchées colonisent les espaces libres. Par un long sentier caillouteux aménagé sur la pente,
Nous rejoignons au plus près les fumerolles observées d'en bas. L'eau par endroits jaillit du sol, jamais très haut, mais sa température élevée et le froid ambiant génèrent des colonnes de vapeur qui montent vers le ciel. On peut faire cuire des œufs sur la pierre, nous dit-on. Nous sommes rassurés d'apprendre que sur le chemin balisé, la température reste modérée. Nos semelles isolantes en caoutchouc laissent quand même passer une chaleur inhabituelle. Une odeur indéfinissable, une atmosphère suffocante règne sur ces lieux. Je n'ai jamais rien vu de tel, je suis très intéressé. En contrebas du mont, une dépression s'étend. Le fond presque plat de cette vallée est partiellement vert, on l'imagine peuplé de conifères. Au milieu des îlots de verdure et des champs jaunis, de rares habitations sont visibles. L'autre versant de la dépression est constitué d'une chaîne montagneuse rectiligne et dominant cette barrière aux couleurs sombres, le Fujiyama étale son cône parfaitement régulier. Sa base bleutée et son sommet couvert de neige immaculée se découpent sur un ciel d'azur zébré de nuages blancs. Les teintes douces de ce paysage devraient nous assurer de belles images photographiques. Après une courte halte dans une petite station thermale, nous roulons le long des rives du lac Ashino. Sur notre parcours, le grand volcan s'impose en toile de fond des paysages lacustres et montagneux qui défilent. Plusieurs arrêts photos nous sont accordés, et dans l'un des plus beaux sites touristiques, nous avons quartier libre. Un trop court moment, hélas, car notre temps reste toujours compté. Nous repartons cette fois vers Kamakura, ville où se trouve une imposante représentation du Bouddha. C'est un colosse de pierre, assis sur un piédestal, au fond d'une esplanade entourée de constructions en coursive. Des collines verdoyantes s'étendent en arrière de cet endroit paisible et propice au recueillement. Comme nous, quelques personnes observent et photographient ce monument. Il est aussi possible de le visiter de l'intérieur. La journée se termine par un laborieux retour au milieu d'une circulation aussi dense que bruyante. Une dernière journée de promenade au cœur de Tokyo complète notre connaissance de la capitale. Demain, il faut s'arracher. 22 décembre 1972. Après l'appel de 8 heures, nous admirons un instant le Fujiyama qui, pour la première fois depuis notre arrivée, émerge du nuage de pollution coiffant la ville. J'entends alors dire, pas très loin de moi, « Quand on voit le Fujiyama le jour du départ, ça veut dire qu'on reviendra. » Je ne sais pas sur quelle base repose cette affirmation, totalement fantaisisme, selon moi, mais si j'ai le bonheur de revenir au Japon, je la mentionnerai. En matinée, nous appareillons toujours très entourés sur le plan d'eau de la baie. J'imagine un instant le soulagement du commandant, du pacha, quand enfin son bateau retrouve les eaux moins fréquentées du large. Nous faisons maintenant route sur Guam,